Bonjour à toutes et tous, vous êtes encore une fois toujours sur First Print, on vous a kidnappé, on prend vos oreilles en otage et on ne les libérera jamais, tout simplement puisqu'on a envie de vous faire découvrir plein de trucs autour de la pop culture. Voilà, c'est le calendrier de l'Avent de First Print, première édition. Tous les jours, un invité, une invitée vient sur le podcast vous faire une petite idée de cadeau. Et ce qui est trop bien, c'est que aucune de ces idées ne provient ni de Corentin ni de moi-même, c'est-à-dire que ce seront donc forcément des bonnes idées. Aujourd'hui, avec moi, un invité que j'adore, que vous avez déjà entendu sur les ondes de First Print, Frédéric Sigrist. Bonjour. Salut Arnaud. Frédéric, tu es humoriste, tu es chroniqueur sur France Inter, tu passes aussi dans d'autres émissions, mais surtout, en tant que comédien, tu as un spectacle qui s'appelle Super Héros, qui avait fait l'objet d'un podcast Super Friends il y a quelques temps. Et bonne nouvelle avec, voilà, là on est le 11e jour du calendrier de l'Avent, c'est-à-dire que bientôt, tu vas pouvoir rejouer ton spectacle. Et oui, logiquement, si les conditions sanitaires et si le nombre de personnes en réanimation le permet, dès le lundi qui suivra le 15 décembre, donc je pense que ce sera le 20 ou le 21, enfin bref, juste après le 15 décembre. Le 21, et ben ça reprend, et donc je suis ravi. En plus, cette fois-ci, il y aura ce principe d'eurodateur, d'eurodotage, je ne sais pas comment ils appellent ça. C'est-à-dire que le ticket du spectacle permettra aux gens de se déplacer, revenir au-delà du couvre-feu, ce qui était une demande qui avait été faite par de nombreux théâtres. Et à l'époque, on nous avait dit non, on ne sait pas pourquoi, mais il semblerait qu'ils y réfléchissent en disant t'étais un peu dur, ça va leur faire plaisir cette fois-ci. Donc non, je suis très très content de reprendre ce spectacle et de l'enrichir. Bah oui, du coup, tu auras de la matière à mettre en plus, sachant que pour le making-of, on enregistre ce podcast le 25 novembre, donc on espère qu'on ne se sera pas gouré quand ça sort le 11 décembre, on n'est pas de nouveau barricadé, je ne sais pas quoi, c'est l'apocalypse. On verra bien, mais en tout cas, toujours est-il que, confinement ou pas confinement, tu as une idée de cadeau de Noël. C'est pas du tout du comics, du coup, ça reste très branché pop culture. C'est quelque chose dont vous aurez certainement entendu parler si vous vous intéressez un petit peu aux jeux vidéo, aux Vikings et à Ubisoft de façon générale. Ça s'appelle Assassin's Creed Valhalla. Et oui. Alors vraiment, je suis même assez surpris parce que pour moi, quand tu m'as posé la question du cadeau de Noël, vu ce qui occupait mon temps durant ce confinement, c'était quand même Miles Morales Spider-Man. Qui est une réussite, mais j'avoue que le jeu qui me tient et qui ne me lâche pas en ce moment, c'est Assassin's Creed Valhalla, et c'est d'autant plus étonnant que j'avais noué une relation quasiment affective avec le précédent Odyssey, et notamment le personnage de Cassandra, qui était pour moi parmi tous les personnages de la saga Assassin's Creed, celle qui était la plus réussie, que je trouvais charismatique, elle était badass, enfin vraiment, le jeu était magnifique. Et là, le personnage d'Eivor que j'ai choisi de sexe féminin, parce qu'on peut choisir. Ils se sont rendus compte que, effectivement, jouer tout le temps des hommes, ça pouvait être problématique. Et c'est d'ailleurs assez intéressant de savoir que depuis que Layla, celle qui fait vivre toutes ces aventures, il avait été initialement décidé que tous les personnages, tous les ancêtres qu'elle incarnerait seraient des femmes. Et c'est les problèmes actuels d'Ubisoft et la misogynie de la direction qui a fait qu'on en a fait des hommes. Mais finalement, comme ça a éclaté, ils ont lâché du lest. Le tir, ouais. Et désormais, on peut jouer les femmes. Et d'ailleurs, les deux dernières histoires sont, quoi qu'ils en pensent, étaient écrites pour des femmes. On sent qu'il y avait une résistance en interne chez Ubisoft. Et le personnage d'Eivor, qui est l'héroïne, elle est incroyable. Alors déjà, en plus, quand on le fait sur les consoles nouvelle génération, il y a une qualité graphique C'est ce que tu as fait, toi ? Oui. Moi, je suis en train de jouer sur Xbox Series. D'accord. Et donc tu fais partie de ces petits nantis là qui ont réussi à avoir les consoles next-gen, voilà. Oui, c'est ça. La Xbox Série, oui, mais pas la PS5. Ça va, ouais, non, ça va. Pas la PS5. Je suis obligé d'attendre début décembre. Fais quoi que à l'heure où on publiera ce podcast, je serai encore en train de l'attendre. Hein. Non, mais oui, mais je sais, pour la PS5, c'est un truc. C'est un peu les first world problems en France actuellement. Mais comme je m'étais fait avoir sur les précédentes générations, j'avais vraiment été très. Mais même en étant vigilant, la PS5, je faisais déjà partie de la deuxième vague alors que je l'avais réservée le lendemain de l'ouverture des réservations. D'accord. Donc voilà, ça c'était pour parler des consoles de nouvelle génération. Et c'est vrai que
la qualité graphique et surtout la qualité d'écriture du personnage. Ce que j'ai adoré dans ce Assassin's Creed Valhalla par rapport à Odyssey, c'est que ces multiples quêtes annexes qu'on a souvent dans les Assassin's Creed, qui sont souvent gadgets, là, c'est vraiment des mini-films, c'est des mini-chapitres, c'est-à-dire que tous les personnages qu'elle va rencontrer, parce que tu te retrouves en Angleterre et tu dois fédérer tous ces petits shires, ces comtés qui fonctionnent avec un seigneur local, etc. Toutes ces cours que tu vas rencontrer, ces gens, ils existent réellement. Ils ont des personnalités hyper fouillées. Et en fait, quand tu as réussi à leur rendre service, et franchement, par région, tu passes peut-être, je sais pas moi, entre 7 et 10 heures à retourner une région. Quand tu en pars pour passer à une autre région, eh bien, tu te souviens de qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont fait, quel lien tu as tissé avec eux. Tu peux aussi avoir des histoires d'amour avec eux. Et je trouve que ils ont vraiment soigné les quêtes annexes et on est beaucoup plus proche, par exemple, de la réussite d'un The Witcher 3 où tout l'univers étendu était finalement tellement dense que tu avais toujours l'impression d'en voir que la face émergée de l'iceberg. Et je trouve vraiment que c'est la réussite de ce Assassin's Creed Valhalla, c'est que chaque personnage a été écrit avec soin et avec un réel amour de ses scénaristes, et on est largement au-delà de ce qui se fait dans certaines séries aujourd'hui, même des séries de luxe. D'accord. Et en termes de gameplay, ça donne quoi ? Il travaille sur les bases de Assassin's Creed Odyssey en les enrichissant. Il faut savoir que l'équipe qui travaille sur Valhalla, c'est les mêmes qui ont travaillé sur Black Flag, qui était jusqu'à Odyssey, pour moi, le meilleur Assassin's Creed. Et donc, il y a une arborescence. Au début, je trouvais que c'était une très mauvaise idée. Par exemple, les aptitudes de compétences du personnage n'apparaissent pas. Tout est dans le brouillard. Et donc, tu avances et tu débloques des aptitudes au hasard. T'attends, ouais. Voilà. Et il faut que... Et après, une fois que tu sais dans quel coin se trouvent les aptitudes les plus intéressantes, bon, bah, tu peux t'y diriger. Mais simplement, ça crée un intérêt de gameplay qui est plus grand que celui que j'avais sur Odyssey, parce que par exemple même le corbeau qui permet de voir tout vu du ciel n'a pas l'œil omniscient qu'avait l'aigle de Cassandra, qui te disait bah voilà, celui que vous devez tuer il est là, etc., etc. Donc il y a toute une recherche à tâtons qui fait que tu explores plus. Donc tu profites plus du paysage, et pour les combats sans être punitif, on n'est pas dans un Sekiro, c'est pas un Demon's Soul, mais par contre tu peux te retrouver en difficulté si tu mets le jeu dans un niveau de difficulté assez élevé. Le moindre troufion, c'est à dire que pour parer faut être précis. Il faut être précis, et il y a notamment des combats contre certains adeptes qui sont des zélotes, des représentants des Templiers, parce qu'ils sont toujours là, qui sont assez ardus. Et notamment aussi des animaux légendaires à chasser. Ouais, comme dans Odyssey. Voilà. Et évidemment, mythologie nordique oblige, on visite Asgard. Un Asgard qui est magnifique. Donc ils reprennent un peu le fait d'avoir exploré Atlantis dans Odyssey. Il y a un peu de fantastique. On rencontre Thor, on rencontre Freya. Ah, dis pas tout, faut pas spoiler non plus. Oui, non, mais voilà. Mais disons que si jamais vous vous dites oh tiens, c'est dommage de faire un Assassin's Creed sur les Vikings et de ne pas avoir accès à cette mythologie, soyez rassurés. Elle y est, et donc vraiment c'est un kiff, c'est vraiment un kiff. Ok, super. Bon, bah voilà, une recommandation jeu vidéo pour ce calendrier de l'Avent, donc à mettre sous le sapin, bien entendu, avec la version avec la console adéquate pour la personne à qui vous voulez l'offrir. Voilà. Parce qu'elle est sur PS4. Oui, voilà, c'est ça, c'est un jeu qui est encore cross-générationnel sur les consoles. Fred, je te remercie une fois de plus d'être venu sur First Print, et j'espère t'y retrouver encore plus tard. Plaisir. Parce que je vous écoute en tout cas. Ah, bah ça nous fait plaisir également. On espère que c'est une idée de cadeau qui vous inspire, et vous avez le droit de partager le podcast, et on se retrouve donc dès demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut! Salut!